bonsoir. Bienvenue dans cette vidéo, ou dans ce simple moment d'écoute. Tu n'as rien à préparer, rien à vérifier. Tu peux juste t'installer, laisser la lumière baisser, peut-être mettre ton téléphone en mode nuit. Et te laisser guider par une histoire murmurée, une histoire qui serpente entre le désert, les mensonges d'État, et des indices tellement troublants qu'ils finissent par ne plus ressembler à des coïncidences. Ce soir, nous allons parler d'un lieu dont le nom ressemble presque à un code banal, administratif. La zone 51. Un rectangle de désert. Ou le cœur d'un secret inavouable. À toi de voir, à la fin. Imaginons d'abord le décor. Un désert du Nevada, calme, minéral, presque lunaire. Le vent glisse sur les pierres, la chaleur tremble au-dessus de l'asphalte, et au milieu de ce silence immense. Une grande tache pâle, parfaitement plate, comme si un géant avait posé sa main sur le sol et l'avait écrasé, un lac asséché, Groom Lake. Regarde-le mentalement d'un peu plus haut. De très loin, tout cela n'est qu'une nuance plus claire dans un océan de roches brûlées. De plus près, tu distingues les craquelures de la surface, comme la peau sèche d'un monde qui aurait oublié depuis longtemps ce qu'est la pluie. Le soleil tape si fort que l'air semble onduler, comme si la réalité elle-même vibrait. Sur ce lac, des lignes droites, sombres, des pistes. Elles tranchent la blancheur du sol comme des cicatrices récentes. On dirait les marques laissées par un chirurgien froid sur un patient endormi. Tout autour, des bâtiments gris, aux formes strictes, sans fioritures. Des hangars immenses qui pourraient engloutir des avions entiers sans laisser dépasser la moindre aile. Des radomes blancs comme des bulles géantes figées au milieu du désert, abritant des antennes qui scrutent un ciel dont on ne veut pas qu'il soit seulement vide. Des antennes fines, hérissées, qui ressemblent à des aiguilles plantées dans la peau du paysage. Et plus loin encore, au-delà des clôtures, des panneaux d'avertissement. Ne pas franchir, zone restreinte, usage de la force autorisée. Les lettres noires sur fond clair ne crient pas. Elles n'ont pas besoin de hurler. Elles énoncent simplement une règle absolue. Ce qui est derrière ces limites n'appartient plus au monde ordinaire. De rares routes, droites comme tracées à la règle, viennent mourir contre ces barrières. À certains endroits, on devine des petits postes de garde, des silhouettes statiques, des jumelles qui brillent parfois dans le soleil couchant. La nuit, quelques lumières apparaissent, isolées, comme un archipel électrique perdu dans une mer d'obscurité. À première vue, une base militaire parmi d'autres. Un ensemble fonctionnel, pragmatique, presque ennuyeux. Des bâtiments, des pistes, des véhicules. Rien qu'on ne puisse imaginer ailleurs, sur d'autres bases disséminées à travers le monde. Et pourtant, c'est ici que convergent les récits les plus étranges, les témoignages les plus dérangeants, les coïncidences les plus troublantes. Des histoires murmurées dans des bars de petites villes voisines, des confidences faites à voix basse par des employés à la retraite, des observations hésitantes de voyageurs de nuit qui regrettent parfois d'avoir levé les yeux. Certains parlent de lumière qui semble tomber du ciel pour s'arrêter à quelques mètres du sol, comme suspendue à un fil invisible. D'autres évoquent des formes géométriques qui traversent le firmament sans bruit, à des vitesses qui n'ont rien à voir avec celles des avions de ligne. D'autres encore disent avoir vu, juste avant qu'un convoi de véhicules militaires n'apparaisse, des éclats métalliques au loin, comme si quelque chose venait d'être discrètement ramené vers les hangars. Le plus intrigant, ce n'est pas qu'il existe des témoignages. C'est qu'ils se ressemblent, qu'ils insistent, qu'ils survivent au temps. Qu'ils reviennent, décennie après décennie, alors même que les générations changent. Mais pour comprendre pourquoi ce morceau de désert est devenu un trou noir d'informations, un endroit où la lumière des faits semble être avalée avant d'atteindre le grand public, il faut remonter très loin en arrière. Bien avant les avions furtifs, bien avant les radars, bien avant même l'idée de la vie extraterrestre telle qu'on la raconte aujourd'hui. Reviens avec moi au XIXe siècle. À cette époque, le Nevada n'est qu'une frontière rude, une terre de poussière et de promesses incertaines. Des prospecteurs avancent vers l'ouest, piochent et rêvent sur le dos. On découvre, dans cette région isolée, des filons d'argent, de plomb, parfois un peu d'or. On creuse des mines, on monte des baraquements, on donne des noms aux lieux pour mieux se les approprier. Imagine ces hommes, les mains abîmées, les visages tannés par le soleil, qui plantent un panneau de bois au milieu de nulle part et écrivent un nom dessus. Ils pensent baptiser un simple camp de fortune. Ils n'imaginent pas une seconde qu'ils viennent, sans le savoir, de donner un futur alias à l'un des endroits les plus secrets de la planète. L'un de ces endroits prend un nom anodin, Groom. Quelques dizaines d'hommes, du bruit, des wagonnets, puis, comme toujours, les filons s'épuisent. Les mines ferment,
les investisseurs se retirent, et la vie humaine se retire avec eux. Le désert, lui, attend. Il recouvre tout de sa poussière. Les planches pourrissent, les rails s'oxydent. Le vent efface les traces. Les cartes se mettent à blanchir à cet endroit précis, comme si l'on avait gommé un détail jugé sans importance. Pendant des décennies, ce coin du Nevada ne représente rien pour la majorité des Américains. Un lieu oublié, un blanc sur la carte. Un espace dont on détourne le regard, parce qu'il ne semble rien contenir d'utile, rien qui mérite qu'on s'y attarde. Et c'est précisément ce blanc qui, plus tard, deviendra tellement pratique. Car il est beaucoup plus facile de bâtir un secret sur un vide, que de le cacher au milieu d'un endroit déjà saturé de regards. Et déjà ici, si tu tends l'oreille, tu peux presque entendre la question qui se cache derrière l'histoire officielle. Comment un simple camp minier oublié a-t-il pu devenir le point de départ d'un des plus grands trous noirs d'information du monde moderne? Garde cette question en tête, car la suite de l'histoire va lui donner un poids de plus en plus étrange. Le temps glisse, presque sans bruit, jusqu'au milieu du XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. Les villes d'Europe panseraient leurs plaies, si elles le pouvaient. Mais une nouvelle ombre s'est levée sur le monde, la bombe atomique. Dans cette nouvelle ère, la paix n'est plus vraiment la paix. On pourrait la comparer à une immense surface d'eau gelée. En apparence, tout est calme, figé, silencieux. Mais sous la glace, les courants sont violents, chaotiques, prêts à briser la croûte au moindre choc. Les États-Unis d'un côté, l'Union soviétique de l'autre, se préparent à une confrontation qui, si elle éclate, ne ressemblera à aucune guerre passée. C'est la paix armée. On serre la main en public, mais chaque camp garde l'autre main sur la crosse de son arme. Dans ce contexte, les essais nucléaires deviennent une sinistre routine. On cherche un lieu vaste, presque vide, loin des grandes villes, où l'on pourra faire exploser des bombes dignes de mythes apocalyptiques. Le Nevada s'impose. Des champignons de feu montent vers le ciel. Des flashs si puissants qu'on peut les voir à des centaines de kilomètres illuminent la nuit comme un faux lever de soleil. Les habitants les plus proches parlent d'un grondement qui semble venir du centre de la Terre. Des animaux prennent peur sans raison apparente, des vitres vibrent à des dizaines de kilomètres. Certains de ces essais sont annoncés. D'autres sont noyés dans le brouillard administratif. Des formulaires existent, mais pour ceux qui ont appris à lire entre les lignes, les descriptions sont souvent volontairement floues. Et là, au milieu de ces zones d'essais balisées sur les cartes militaires, dans un coin encore plus discret, repose toujours le lac asséché de Groom. Il n'est encore qu'une curiosité géologique, plat, dur, parfaitement adapté pour faire rouler quelque chose de très lourd, très rapide. Ce quelque chose va arriver plus vite que prévu. Dans les années 50 du XXe siècle, une question obsède les stratèges américains. Que prépare exactement l'adversaire, là-bas, de l'autre côté du globe? Combien de bombardiers, combien de silos, combien de bases cachées au milieu nulle part? Les photographies aériennes classiques ne suffisent plus. Les avions volent trop bas, trop lentement. Ils peuvent être abattus, capturés, exposés. Il faut voir sans être vu. Il faut dépasser les limites de l'aviation connue. C'est alors qu'un petit groupe d'ingénieurs à l'esprit obstiné, réunis dans une division discrète d'une grande entreprise aéronautique, reçoit une mission presque impossible. Concevoir un avion capable de voler bien plus haut que tous les autres, sur de très longues distances, en emportant des caméras d'une précision inédite. On leur donne le temps, l'argent et surtout le secret. Leur chef est un personnage intéressant. Brillant, autoritaire, convaincu que la sécurité de son pays repose directement sur la réussite de ses projets. Il est obsédé par la vitesse, par la hauteur, par la performance. Et aussi par l'idée que personne ne doit interférer avec son travail. Dans son esprit, une conviction s'installe. Si le public savait ce que nous faisons, il prendrait peur, il poserait des questions, il ralentirait tout. Alors il cloisonne, il compartimente, il scelle son équipe dans une bulle. Lui et ceux qui l'entourent deviennent les gardiens d'un savoir réservé, presque sacré. Cette psychologie, mélange de patriotisme intense et de méfiance instinctive envers la transparence, va nourrir tout l'ADN de la zone 51. Un avion né de cette fièvre créatrice, un appareil fin comme une libellule, aux ailes immenses, capable d'atteindre des altitudes que l'on disait, jusque-là, impossibles. Mais pour ceux qui l'ont vu de près, ce n'est pas seulement un avion. Sa silhouette semble presque trop épurée, trop en avance, comme si quelqu'un avait pris un engin venu d'un futur lointain et l'avait discrètement adapté aux normes humaines du moment. Pour le tester,
Il faut un endroit loin de tout, où les curieux ne peuvent pas s'agglutiner contre les grillages, où les regards indiscrets n'ont rien à voir. Un endroit où l'on peut faire décoller, au milieu de la nuit, quelque chose qui n'a pas encore de nom officiel. On survole l'ouest des États-Unis. On étudie les reliefs, les routes, les zones déjà fermées. On cherche des vallées perdues, des plateaux oubliés, des espaces où la présence humaine est si rare qu'un bruit étrange dans le ciel passerait pour un mauvais rêve. Et puis on tombe sur ce lac asséché, au cœur du Nevada, entouré de montagnes, voisin des zones d'essais nucléaires. Groom Lake. Vue du ciel, c'est une page blanche. Une cicatrice claire au milieu d'un désert sombre. Une piste naturelle, déjà tracée par la géologie, comme si le sol attendait depuis longtemps qu'on lui confie autre chose que du silence. C'est parfait. Aucune ville à proximité, déjà placée à l'intérieur d'un grand territoire militaire. Et, bonus non négligeable, officiellement, personne n'y habite. Sur le papier, ce n'est presque rien. Un coin de désert parmi des milliers d'autres. Personne ne posera de questions. Et même si quelqu'un en pose, les réponses seront noyées dans un océan de jargon, de sigles et de « vous n'êtes pas autorisé à connaître ce niveau de détail ». Alors on trace des pistes sur la croûte blanche du lac. On monte des hangars provisoires qui, très vite, cessent d'être provisoires. On tire des fils pour l'électricité, on érige des antennes. On installe des radars qui voient plus loin que ce que les cartes publiques admettent. Les premiers mois, le site ressemble encore à un camp improvisé. Mais ceux qui y travaillent savent très bien qu'ils ne construisent pas seulement une base. Ils construisent une frontière invisible entre ce que le public est autorisé à savoir et ce qui, à partir d'ici, devra rester enfermé. Et, très vite, on accroche un code au lieu. Un nom technique, froid, administratif. Un simple numéro sur un document, un carré sur un plan. Un nom qui, plus tard, fera frissonner la planète entière. La zone 51. À partir de là, tout va se tisser comme une toile d'araignée. Au centre, ce lac et ses pistes, d'où décollent des appareils que personne n'a le droit de photographier. Autour, des cercles de sécurité successifs. Des patrouilles en pick-up, des capteurs enterrés, des agents en tenue civile, des panneaux menaçants. Plus loin encore, des mythes commencent à naître. Parce qu'on ne peut pas empêcher totalement les yeux de voir. On peut interdire d'entrer, mais pas empêcher un regard de se lever vers le ciel. Une nuit, un rancher observe une lumière inhabituellement brillante qui file à une vitesse inimaginable, puis disparaît dans un angle que ses yeux ne comprennent pas. Un chauffeur routier, sur une route déserte, jurerait avoir vu un triangle noir glisser silencieusement au-dessus de la chaussée. Des campeurs affirment avoir vu un objet changeant de couleur, s'arrêtant net, puis repartant à une accélération inhumaine. Tous ces témoins décrivent quelque chose. Quelque chose qui décolle ou atterrit. Quelque part dans ces montagnes qui entourent la zone. Pour un esprit rationnel, il est assez logique de penser qu'il s'agit d'avions secrets, de prototypes expérimentaux. Pourquoi certains engins semblent-ils violer des lois physiques que même aujourd'hui, on ne maîtrise pas ouvertement? Pourquoi des trajectoires impossibles sont-elles observées des décennies avant que la technologie ne semble les autoriser? Pourquoi les témoins sont-ils, presque systématiquement, discrédités, ridiculisés, ou soumis à d'étranges pressions après leur déclaration? Là encore, on pourrait dire que ce sont des coïncidences. Mais un historien de la nuit s'intéresse précisément à ce qui, à force de coïncidences, finit par ressembler à un pattern. Et autour de la zone 51, ce pattern a quelque chose d'obsédant. Il y a aussi, dans cette histoire, la trace très nette d'un événement plus ancien, mais qui plane comme une ombre, comme une cicatrice mal refermée sur la mémoire collective. Le fameux incident survenu près d'une petite ville du Nouveau-Mexique à la fin des années 40 du XXe siècle. Un nom est resté accroché à cet épisode comme une étiquette brûlée au bord du désert, Roswell. Imagine la scène. Nous sommes au cœur de l'été. Un orage violent vient de traverser la plaine. Le ciel est encore chargé, les radios grésillent, l'air sent la terre mouillée. Dans un ranch isolé, un éleveur découvre, éparpillé sur son terrain, des fragments de quelque chose qu'il n'a jamais vu. Ce ne sont pas des planches, ni des restes de ballons d'enfants. Le métal semble à la fois léger et résistant. Certains morceaux se plient sans se casser, puis reprennent leur forme initiale comme si la matière refusait de conserver la trace du choc. Des symboles étranges, que les témoins décriront plus tard comme des signes ou des motifs inconnus, apparaissent sur quelques fragments. L'homme prévient les autorités locales. Très vite, trop vite, l'armée arrive.
Des véhicules traversent la poussière, des hommes en uniforme inspectent, ramassent, couvrent, emballent. Pendant quelques heures, un message circule pourtant. On aurait récupéré un disque volant. Pas un ballon, pas un appareil classique. Un disque. Le mot est écrit noir sur blanc dans un communiqué. Il glisse dans les journaux, sur les ondes, dans les conversations. Des gens découperont cet article et le garderont toute leur vie. Puis, brusquement, quelque chose se produit en coulisses. Un ordre, un appel, il faut corriger ça, venu de plus haut. Les mêmes autorités qui parlaient d'un disque volant récupéré se rétractent. Elles expliquent qu'il s'agissait seulement d'un ballon météo. La version change en quelques heures. Comme si quelqu'un avait décidé de rembobiner la réalité et d'enregistrer par-dessus. Les mots sont comme retirés de la réalité, recollés différemment. Ce qui était extraordinaire redevient banal. Ce qui était précis devient flou. On demande au public d'avaler ce changement sans broncher. Pourtant, les témoins n'ont pas vu la même chose. Certains racontent que, dans la nuit, les routes ont été bouclées, que des convois sont partis en direction de bases militaires, que l'on a vu des bâches recouvrir des formes trop volumineuses pour un simple ballon. D'autres se souviennent d'hélicoptères, d'appareils photo confisqués, de regards menaçants. Ce revirement brutal marque durablement les esprits. On comprend alors qu'un mensonge officiel peut être fabriqué très vite, et soutenu très longtemps, même si les premières informations disaient autre chose. On comprend surtout qu'il existe des interrupteurs narratifs que l'on peut actionner à distance. Un jour, on dit A, le lendemain, on impose B. Et on compte sur le temps pour effacer les traces de A. Cette technique, très simple, très directe, repose sur une idée glaçante. La population oubliera. Elle conservera une impression vague, floue, sans se rappeler les détails. Les gens se souviendront qu'il s'est passé quelque chose. Mais plus exactement quoi, ni comment, ni pourquoi. Sauf que certaines personnes n'oublient pas. Elles prennent des notes, elles découpent des articles, elles enregistrent les premières versions avant qu'elles ne soient corrigées. Elles comparent, elles conservent des coupures de presse, elles alignent les déclarations comme on aligne des pièces sur un échiquier. Et, plus elles comparent, plus elles retrouvent la même mécanique autour de la zone 51. D'abord le silence. Puis un démenti. Puis, des années plus tard, un aveu partiel, soigneusement encadré. Ce n'est plus seulement de la discrétion. C'est une méthode. Et le plus troublant, c'est que le schéma utilisé pour Roswell ressemble étrangement à celui qui enveloppe la zone 51. Un éclair de vérité, une nuit de correction, puis des décennies d'ombre. La question devient alors difficile à ignorer. Combien d'autres épisodes du même genre ont été avalés par ce mécanisme avant même que nous ayons le temps de les nommer ? Que s'il faut mentir un peu, ou beaucoup, c'est acceptable, parce qu'en face, on ferait pareil. Mais, au fil du temps, ce responsable évolue dans un monde fermé, entouré de gens qui pensent comme lui. Il ne rencontre plus la contradiction. Il ne croise plus le regard d'un simple citoyen. Il commence à croire sincèrement que la vérité est dangereuse, que la population est trop fragile pour affronter tout ce qui se trame dans le désert. Et surtout, il s'habitue à une chose. La sensation presque enivrante de contrôler l'information. Il sait ce que d'autres ignorent. Il sait qu'il pourrait, d'un seul dossier déclassifié, d'une seule photo, faire trembler des certitudes. Mais il garde ses dossiers verrouillés, ses photos cachées. Et plus il cache, plus son pouvoir semble grandir. Cette psychologie rigidifiée, presque paranoïaque, nourrit un système entier. On ne protège plus seulement des secrets. On protège l'idée même que le public n'a pas à savoir. Pendant ce temps, au pied de cette pyramide de silence, des vies ordinaires se déroulent. Chaque matin, avant l'aube, un petit avion de transport décolle d'un aérodrome discret. À son bord, des techniciens, des ingénieurs, quelques militaires. Ils n'ont pas le droit de dire à leurs proches où ils vont exactement. On sait juste qu'ils travaillent dans le désert. Ils signent des engagements, des clauses de silence, des contrats où l'on évoque des conséquences pénales sévères en cas de fuite. Quand ils arrivent sur la base, on leur prend leur téléphone, leur carnet, tout ce qui peut garder une trace. Des caméras les surveillent. Des badges contrôlent chaque porte, chaque couloir. Ils travaillent sur des engins dont ils ne connaissent parfois que la partie qu'ils doivent assembler. Les uns s'occupent des systèmes de propulsion, les autres de l'électronique, d'autres encore d'une coque qui n'a pas la forme d'un avion classique. Certains racontent, bien plus tard,
que ce qu'ils ont vu ne ressemblait à rien de connu. Pas seulement plus performant. Autre. Comme si la logique de ces engins venait d'ailleurs, d'une autre manière de penser la matière, l'énergie, l'espace. Officiellement, ce ne sont que des expérimentations humaines. Mais, dans les regards, dans les silences, dans certains détails techniques, quelque chose dépasse ce que l'on attribue habituellement à un simple progrès. Et puis il y a ces petites anomalies administratives, ces détails minuscules qui, mis bout à bout, dessinent une silhouette suspecte. Des budgets colossaux qui disparaissent dans des rubriques vagues, intitulées « Recherches avancées » ou « Programmes spéciaux ». Des témoignages concordants de pilotes de ligne qui signalent des objets étonnants près de couloirs aériens pourtant étroitement surveillés. Des directives étranges qui interdisent, pendant des périodes précises, le survol de certains secteurs du Nevada par des satellites civils, alors même que la zone est officiellement une simple installation de soutien. À chaque fois, la même réaction. On minimise, on change de sujet, on évoque la sécurité nationale. Et si cela ne suffit pas, on tourne en ridicule ceux qui insistent. On les traite de naïfs, d'illuminés, de fanatiques. On confond volontairement scepticisme sain et obéissance aveugle. Pourtant, quelque chose persiste. Comme un goût de non-dit dans la bouche. À un moment, vers la fin du XXe siècle, la pression devient trop forte. Les images satellites civiles sont de plus en plus détaillées. Des associations se forment pour demander des comptes. Des journalistes publient des enquêtes. Alors, les autorités finissent par reconnaître l'existence de la zone 51. Mais de façon très encadrée. On admet qu'il s'agit d'un site d'essai d'appareils d'avant-garde. On montre quelques photos anciennes d'avions désormais dépassés. On raconte, avec un sourire, que beaucoup d'observations d'objets mystérieux venaient simplement de ces prototypes. Et on s'arrête là. Rien sur les programmes plus étranges. Rien sur les témoignages d'objets capables d'accélération impossible. Rien sur les années où, officiellement, le lieu n'était même pas censé exister sur les cartes. C'est comme si on voulait refermer un coffre en montrant qu'il est presque vide, tout en laissant les choses vraiment intéressantes dans un double fond invisible. Pour certains, cela suffit. Pour d'autres, au contraire, c'est ce qui confirme qu'il y a beaucoup plus. Car si tout était si simple, si ordinaire, pourquoi avoir nié si longtemps? Pourquoi avoir détruit des documents, menacé des témoins, brouillé les pistes? Pourquoi ne pas ouvrir les archives, une bonne fois pour toutes, si ce ne sont que d'anciens projets dépassés? Ainsi, peu à peu, la zone 51 cesse d'être seulement un lieu physique. Elle devient une idée, un symbole. C'est la chambre la plus fermée d'une maison déjà verrouillée. La boîte noire de l'État moderne. Dès que l'on parle de technologie qui semble venir du futur, d'observation d'objets défiant le bon sens, d'expérience sur les limites de l'humain, c'est ce nom qui revient, comme un murmure. Ça doit venir de là-bas. Ce n'est même plus une certitude. C'est une intuition partagée. Une manière de dire, quelque part, des gens savent, mais ils ne nous le diront pas. Et cette idée, qu'il existe un lieu où la vérité complète serait stockée, entretenue, cachée derrière des grillages et des badges, est à la fois rassurante et terrifiante. Rassurante, parce qu'elle donne un point de repère à nos questions. Terrifiante, parce qu'elle laisse entendre que nous sommes, tous, maintenus volontairement dans l'ignorance. Les graines du ressentiment se sont semées ainsi, lentement. À force de nier l'évidence, de se contredire, d'avouer un centimètre de vérité après avoir caché un kilomètre de mensonges, ceux qui dirigent ces programmes ont alimenté bien plus que la curiosité. Ils ont nourri une profonde méfiance. De génération en génération, une phrase revient. On ne nous dit pas tout. Et la zone 51 en est le symbole parfait. Si demain quelqu'un annonçait qu'on y a, effectivement, étudié des technologies qui ne viennent pas de chez nous, ou qu'on y mène des expériences dont la morale se situe très loin des discours officiels, une partie de la population ne serait même pas surprise. Elle dirait seulement « nous le soupçonnions déjà ». C'est là la véritable ironie de cette histoire. En voulant contrôler le récit, en voulant verrouiller le savoir, ceux qui ont construit ce système ont rendu presque inévitable l'idée qu'il cache quelque chose de gigantesque. Peut-être ont-ils réussi à garder certains secrets. Mais ils ont perdu une autre bataille, plus silencieuse, celle de la confiance. Alors, quand tu entends encore parler de lumières étranges dans le ciel du Nevada, de camions qui roulent la nuit sur des routes fermées au public, d'avions qui disparaissent des radars au-dessus d'un certain quadrilatère désertique. Tu peux sourire, tu peux douter, tu peux t'amuser. Mais tu peux aussi te rappeler toute cette chaîne d'événements.
Le désert oublié du XIXe siècle. Les essais nucléaires. Les ingénieurs obsédés par le secret. Les mensonges officiels. Les aveux partiels. Et ce vide persistant, rempli d'histoires qui paraissent incroyables, mais qui collent étrangement bien à la façon dont ce lieu a été géré depuis ses origines. L'histoire, parfois, ne donne pas de preuves définitives. Elle n'offre que des trajectoires, des indices, des silhouettes dans la pénombre. À toi de décider si, derrière la montagne, il n'y a qu'un hangar banal. Ou un chapitre entier de notre réalité qui attend encore d'être écrit au grand jour. La nuit peut maintenant retomber sur le désert. Les pistes s'effacent dans l'obscurité. Les lumières se réduisent à quelques points lointains. Et le vent reprend sa chanson autour des panneaux, accès interdits. Merci d'avoir traversé cette histoire jusqu'au bout. Si ce voyage au cœur de la zone 51 t'a intrigué. Si tu as envie de continuer à explorer d'autres mystères, d'autres nuits. Tu peux soutenir cette chaîne à ta façon, en t'abonnant, en laissant un like, en partageant cette vidéo à quelqu'un qui aime se poser des questions. Nous nous retrouverons pour d'autres récits, d'autres secrets murmurés doucement. En attendant, que ta nuit soit calme. Et que ton esprit reste éveillé.